Quand tu es morte, j'ai été sidéré. Je suis resté un moment sous le choc, comme anesthésié. Je suis devenu très logique, très rationnel, comme par instinct de survie. Pour garder le contrôle de moi, de mes émotions, j'avais besoin de structure et d'ordre. J'ai voulu tout apprendre, tout savoir, tout lire, comme sur un banc d'école. Je voulais qu'on m'enseigne la vie, qu'on y mette du sens. Faut-il tout apprendre? Faut-il tout comprendre, tout savoir et tout lire? Et à quel moment je vis quand tout n'est qu'une information ou une accumulation de savoir? Dans le fond, ça fait bien trop peur d'exister vraiment. Cette anxiété qui te dit de ne pas y aller, que ça va peut-être pas marcher, qu'on croit savoir mais qu'en fait, on n'en sait rien. Allez, quel risque irrationnel vais-je prendre aujourd'hui? Dans un monde où la question de la mort est souvent taboue, où vivre un deuil signifie encore être jugé, provoquer de la gêne, de l'incompréhension, quand ce n'est pas de la pitié, la grande question est celle-ci. Comment des orphelins comme nous, qui avons vécu très tôt la mort d'un parent, qui ne voulons pas porter ce poids sur nos épaules toute notre vie, ni qu'il impacte nos relations actuelles, comment nous pouvons y donner un sens nouveau, construire des relations plus profondes, et surtout, comment nous reprenons le pouvoir sur nos vies? Mon nom est Johan, et bienvenue chez les Orphelins Résilients. Bonjour, salut. Bienvenue dans ce nouvel épisode des Orphelins Résilients. Aujourd'hui, on va voir comment la boulimie d'informations, le fait d'être comme ça submergé d'informations différentes, de conseils contradictoires et de vouloir juste apprendre des nouvelles choses tout le temps, c'est pas ça qui t'aide vraiment à te transformer vraiment, à travailler vraiment sur toi, à passer à autre chose par rapport à ton deuil et à travailler sur tes relations pour que ce deuil ait plus d'impact sur tes relations aujourd'hui. Moi, c'est vraiment quelque chose que quand j'ai commencé à m'intéresser à la psychologie, au développement personnel, j'ai vraiment passé du temps en fait à m'intéresser à pléthore d'approches différentes. J'ai commencé par le mentalisme, la manipulation, voir comment ça marchait, la psychologie qu'il y avait là-dedans. Puis je me suis intéressé à la communication non violente. Puis je me suis intéressé à la psychanalyse. Puis j'ai découvert l'hypnose. Je me suis intéressé à comment ça marchait l'hypnose, la méditation, la sophrologie, la PNL, donc la programmation neurolinguistique. Je me suis intéressé à l'énéagramme aussi, à des approches plus ésotériques et spirituelles, comme par exemple Ho'oponopono ou la loi de l'attraction. Et en fait, très rapidement, je me suis rendu compte que je consommais énormément de contenu, d'informations, de conférences, de livres, de citations, d'inspiration. Et c'est vrai que ça me nourrissait d'une certaine façon, j'avais l'impression d'apprendre, de grandir et tout. Mais je sentais bien que en fait, ça allait être finalement une quête sans fin, comme s'il y avait toujours quelque chose de nouveau à apprendre, comme si j'allais toujours trouver des approches différentes qui semblent un peu dire la même chose, ou que j'allais... Des livres, je pourrais en lire des centaines et que je pourrais passer tout ce temps à apprendre, à chercher à retenir tout ça. Mais après, alors quoi? Après ça, qu'est-ce qui se passe? Au bout d'un moment, je me suis interrogé et je suis tombé sur cette étude dont je t'ai déjà parlé, qui a commencé à m'ouvrir les yeux, le modèle d'Edgar Dale, ce psychologue américain dont je te parlais dans l'épisode précédent. Et ce modèle-là qui m'a fait prendre conscience que l'information que je lisais, c'était que 10, peut-être 30% au mieux de l'apprentissage et de ce que j'allais vraiment retenir, et que si apprendre c'était vraiment ce que je voulais, même juste dans un souci d'efficacité, il fallait mieux que je fasse des expériences, ou au moins d'apprendre d'une façon un peu plus interactive, un peu plus engageante pour moi, parce que si c'était engageant émotionnellement, ça serait plus efficace pour apprendre et pour retenir. Et que en gros, si je passais mon temps juste à prendre des informations sans jamais les appliquer, sans jamais passer à l'action, et ben, l'information, elle allait très peu s'inscrire dans la mémoire. Et surtout, c'est
finalement, engranger toutes ces informations différentes, c'est pas ça qui me faisait vraiment avancer en fait. Et je me suis un peu interrogé sur, mais est-ce que j'ai vraiment envie de tout savoir? Et cette quête-là, ça correspond pas un peu au fait que être un adulte, c'est savoir. Et quand on voit des petits garçons ou des petites filles qui commencent à poser des questions à leurs parents, quand ils découvrent le monde, ils ont plein de questions à poser à leurs parents, parce que les parents, en fait, c'est ceux qui savent et c'est ceux qui comprennent le monde. Et ils vont leur demander, mais pourquoi le ciel est bleu, pourquoi il pleut, pourquoi, et de pourquoi en pourquoi. À ce petit jeu, il y a un moment où l'adulte il perd. Parce que il y a un moment où ça commence à l'agacer, il y a un moment où il voit bien qu'il n'a pas toutes les réponses, et où il croit savoir tout, mais en fait, il ne sait pas. Et que ce savoir, en fait, et l'enfant, il démasque un peu, et généralement, l'adulte, il esquive en disant, bon, va retourner avec tes, va retourner avec tes jouets, arrête de me poser des questions, tu comprendras quand tu seras grand. Et, euh, et en fait, ça démontre que finalement, tout ce savoir, quelque part, c'est juste un écran de fumée. Et pour moi, ce qui s'est passé en 2019 avec le Covid, c'est aussi une belle démonstration que l'adulte, que la science, elle ne sait pas. Que tous les grands experts, que tous les spécialistes, les scientifiques, ils savent pas, ils ne savaient pas ce qui se passait. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de psychologues, de psychiatres, de médecins, de thérapeutes qui adoptent cette posture de sachant, qui prétendent savoir, alors que la sincérité scientifique, c'est de reconnaître aussi qu'on ne sait pas et qu'en fait, ce qu'on sait, on le sait dans le cadre d'hypothèses, dans le cadre d'expériences. Et en tout cas, il y a beaucoup d'adultes, beaucoup de personnes qui prétendent savoir. Et en prétendant savoir, ils gardent cette connaissance et c'est une connaissance qu'ils gardent pour eux et qui leur est exclusive. Et quand tu commences à creuser un peu derrière, tu vois bien que la vérité, c'est qu'en fait, on ne sait pas et on ne peut pas tout savoir. Est-ce que j'ai envie de continuer à jouer à ce petit jeu d'adulte qui prétend tout savoir et qui apprend à des enfants ou qui apprend à des personnes que j'accompagne ce que c'est que le monde et qui apprend à un enfant qui découvre le monde, qui lui dit bah ça c'est ça, moi je sais tout. J'ai pas envie de continuer à jouer à ce jeu-là. J'ai pas envie de rentrer dans ce jeu-là. Et même si pendant longtemps j'ai cru que j'avais besoin d'accumuler un très grand nombre de connaissances avant de passer à l'action, parce que ça c'est quelque chose peut-être que tu crois aussi ou que tu as cru. Et si c'est le cas, bah, c'est pas de ta faute. Et je m'en suis rendu compte que c'est juste quelque chose qu'on t'apprend à l'école en fait. Et typiquement en France, on commence par te faire assimiler, te faire rentrer dans le cerveau tout un tas de connaissances. On te bourre le crâne avec de la géométrie, avec plein de choses, sans te demander ce dont tu as envie. Et on te met des couches et des couches et des couches de savoir, et on te dit surtout, si t'as pas lu ces 100 livres, si t'as pas lu ces livres-là, si t'as pas fait ces 8 ans d'études, en gros, t'es pas légitime, et surtout, commence pas à faire quoi que ce soit avant d'avoir engrangé toute cette connaissance. Sauf que la vérité, et c'est ce que démontre aussi le modèle d'Edgar Dale, c'est que cet apprentissage-là, il est inefficace. Et c'est pire que ça, c'est qu'en fait, ça te met un bagage de connaissances et de savoir tellement énorme qu'en fait, tu perds cette agilité intellectuelle et tu t'enfermes dans ces schémas mentaux. Et quelque part, il y a aussi Google et YouTube qui jouent de ça, qui te donnent, parce que eux te donnent accès à une source inépuisable d'informations. C'est un outil technologique qui est merveilleux, mais t'as toujours des nouvelles choses à découvrir en fait. Et vraiment, leur système économique se base là-dessus en fait. Tu peux toujours consommer des heures de vidéos, lire des milliers d'articles de blog différents avec des gens qui ont des approches différentes, mais en fait, l'information seule, elle te suffit pas. Et moi, c'est quelque chose qui m'a vraiment perdu, enfin dans lequel je me suis perdu pendant des années, où j'ai passé du temps déjà à croire qu'il fallait que je lise plus de livres, qu'il fallait que j'ai
encore plus d'informations avant de commencer à faire quoi que ce soit. Et ça m'a vraiment retardé le moment où je me suis dit, ok, maintenant je vais mettre les mains dans le cambouis, je vais vivre des choses. Et donc, parce qu'en fait, on peut parler pendant des heures, on peut se transmettre des informations sur ton passé, comme quand tu vas chez le psy, tu peux parler de tes souvenirs d'enfance pendant des heures. Et c'est vraiment ça ce qui se passe dans une consultation chez le psy. Mais qu'est-ce qui reste en fait quand tu as discuté pendant des heures? Et est-ce que quand ça s'arrête, quand tu arrêtes de consulter, est-ce qu'à ce moment-là, tu es devenu autonome? Parce que pour moi, tant que tu te bouges pas, tant que tu te challenges pas, tant que tu n'appliques pas concrètement dans ta vie ce que tu apprends, en fait, tu vas retenir peut-être que 20% de ce qu'on te dit. Et donc, tant que tu n'agis pas consciemment sur tes souffrances, sur tes schémas mentaux, tu resteras là. Qu'est-ce que tu as aujourd'hui, tu as envie de savoir et de comprendre seulement, ou est-ce que tu as envie d'être et tu as envie d'expérimenter aussi la vie? Parce que c'est deux choses qui sont très différentes. Et c'est vrai que longtemps, moi, j'ai fait la confusion entre les deux. Et je me disais, mais non, il faut d'abord que je comprenne tout, que j'apprenne tout. Parce que dans un cas, tu vas t'asseoir, tu vas prendre un bon bouquin, tu vas t'asseoir dans un fauteuil, ou même tu vas t'asseoir à une conférence, tu vas passer un bon moment, c'est sûr. Et tranquillement, tu vas pouvoir fermer le livre et tu te diras, bon, j'ai appris des choses, j'ai fait le boulot, c'est bon. Et peut-être tu vas même t'empresser derrière d'aller dire aux autres, oui, voilà, j'ai appris ça, voilà ce que j'ai appris, voilà ce que vous devez faire, et de prendre tous les bons conseils. Mais est-ce que c'est ça que tu as envie de faire? Est-ce que ton but, c'est simplement de parler et d'apprendre des choses et de dire aux autres ce qu'ils doivent faire? Moi, je sais que c'est quelque chose qui est vraiment insuffisant, en fait, et que ça m'a pas vraiment nourri. Et mon but, c'est pas simplement de te parler, d'être là à t'apprendre des choses, parce que je sais que c'est quelque chose qui est vraiment insuffisant et que c'est pas quelque chose qui te nourrit vraiment. Mon but, c'est plus d'aller te questionner, d'aller te challenger parfois, et te soutenir aussi quand tu traverses des choses. Et c'est toute la différence entre un enseignement, une information et un vrai accompagnement avec de l'engagement. Parce qu'un enseignant, il te balance les informations, il va répondre à tes questions, mais après, débrouille-toi. Et alors que quelqu'un qui t'accompagne vraiment, ou un coach, il est là à tes côtés, il est là pour te motiver, pour t'aider quand tu as des doutes aussi, quand tu as envie de tout abandonner, et il t'aide à t'engager parce qu'il s'engage lui-même en fait. Et c'est quelqu'un qui te guide parce qu'il est passé par là avant, et c'est quelqu'un qui t'aide surtout à devenir autonome. Et je pourrais te faire des contenus comme ça, des épisodes de podcast juste d'informations pendant des heures, et même si c'est quelque chose qui peut te rendre service, sur ton couple, sur ton deuil, sur ta situation d'orphelin, je pense pas que c'est t'aider vraiment suffisamment que juste te donner des informations. Parce que, et moi j'ai pas envie d'avoir cette position de sachant avec toi, parce que je sais que c'est un écran de fumée, parce que je sais que c'est pas ça qui t'aide vraiment à avancer. Ça te met, j'ai pas envie de te mettre dans une position où toi t'es l'élève et moi je serai un enseignant, parce que ça te fait passer en fait de l'accès à une vraie connaissance, à une connaissance qui serait pas uniquement dans des choses que tu apprends dans les livres, mais qui serait une connaissance plus émotionnelle et plus basée sur ta propre expérience. Donc je crois pas que c'est quelque chose qui te nourrisse profondément de juste prendre de l'information, et surtout pour moi il y a vraiment quelque chose de mieux à faire que de chercher de tout apprendre et de tout comprendre en fait. Il y a vraiment faire cette expérience de la vie, cette expérience de ce que c'est que d'être et de devenir quelqu'un, de devenir un orphelin résilient qui incarne ses valeurs, ses envies, dans ses relations, au travail, dans son couple et dans sa vie. Et est-ce que toi, aujourd'hui, tu es aussi peut-être dans une démarche où tu recherches, tu cherches, tu veux tout apprendre, tu veux tout savoir, tu cherches uniquement des informations? Ou est-ce que tu es perdu aussi dans toutes ces informations différentes, toutes ces approches variées, contradictoires? Ou
Est-ce que tu as déjà vécu cette phase et que finalement elle t'a un peu épuisé d'être toujours dans cette recherche et peut-être même ça t'a fait perdre confiance? Dis-nous un peu où t'en es et où tu voudrais aller, et dis-nous ce que t'en penses dans le groupe Facebook. Je voudrais te remercier d'avoir écouté cet épisode et j'espère sincèrement que ce que je t'ai partagé aujourd'hui t'a aidé. Si ça t'a aidé, alors assure-toi de le partager avec quelqu'un d'autre qui en a besoin. J'ai créé récemment un groupe Facebook qui rassemble des orphelins ayant pour mission de partager leur expérience et de s'entraider. Ce groupe s'appelle Orphelins Résilients et l'accès est gratuit. Tu peux retrouver tous les détails pour rejoindre le groupe dans la description du podcast. Orphelins Résilients, c'est une communauté d'orphelins entreprenants, audacieux, ayant réellement envie de faire une différence dans leurs relations auprès de leurs proches et avoir une vie de couple inspirante. Dans ce groupe, tu retrouveras des interviews d'experts et d'artistes, des questions-réponses, des lives et des méditations, et surtout un groupe d'orphelins motivés, courageux et bienveillants. Donc je t'invite à rejoindre le groupe dès maintenant, c'est l'endroit dans lequel je partage le plus de contenu en ce moment. Le podcast Orphelins Résilients, c'est un nouvel épisode tous les jours du lundi au vendredi à 8h. Merci encore pour ton écoute. Je te laisse découvrir le sujet du prochain épisode. À très vite. Dans le prochain épisode, on parlera d'un sujet tabou, celui de l'argent.